Nous accueillons maintenant Philippe Ramos pour le film Fou d'amour que vous avez vu hier soir. Je voulais commencer, Philippe, si tu veux bien, peut-être parler un petit peu de ton parcours de cinéaste, parce que je crois qu'il est intéressant de le faire partager, parce que c'est un parcours atypique, un parcours d'autodidacte, et pas innocent par rapport au film que tu fais aujourd'hui, et en particulier ce film Fou d'amour. Alors bonjour. Effectivement, je vais essayer d'être très très bref. Euh, j'ai commencé à faire des films quand j'avais 15 ans au collège. Un professeur de biologie, j'étais en pension, et un professeur de biologie, on faisait pas mal de bêtises le mercredi après-midi, on jouait au foot, bon, c'était important, mais en dehors de ça, il y avait quand même des petits dérapages ici ou là, et a voulu un peu canaliser les forces vives de certains dont je faisais partie. Et c'était une personne tout simplement qui faisait du cinéma Super 8, amateur. Il se trouve qu'à cette époque, je faisais des bandes dessinées. Et je voulais donc devenir dessinateur de bandes dessinées. Donc je faisais mes petits trucs, je devais être en quatrième à peu près, en classe au collège. Et elle nous a donc proposé de faire un dessin animé. Donc elle nous a posé sur la table une caméra, chose que j'avais jamais vue, un- voilà, en nous expliquant on, off, zoom avant, zoom arrière. Voilà. Et si vous voulez, elle nous a fait faire tourner tous un petit plan. On pouvait filmer ce qu'on voulait. Donc je peux dire quel est le premier plan que j'ai jamais tourné de l'histoire du cinéma, de mon histoire du cinéma, pardon. C'est la tête du squelette de la salle de biologie, comme quoi à méditer, qui parle. Je viens d'y penser là, hein, parce que du coup, bon, ça commence bien. Donc voilà, bref, effectivement j'ai fait ce petit plan et pour aller donc très vite, cet outil m'est apparu tout à coup plus évident dans ma main que le crayon. C'est-à-dire je me suis dit mais en fait je vais avoir des vrais bonhommes qui parlent devant moi et je vais pouvoir raconter mes histoires. Donc l'été suivant, je suis allé travailler à la ferme. Je m'occupais des vaches et je plantais des poireaux, des plants de poireaux pendant un mois. Ça m'a permis de m'acheter une caméra et un projecteur Super 8. Euh, et j'ai tourné très vite toute une série de films, absolument seul, sans prendre de livres. Il n'y en avait pas à la maison. Sans connaissance aucune de la chose. Et j'ai tout simplement tourné une douzaine de films, Super 8, deux longs métrages, un documentaire, un film de fiction, et environ 10 courts métrages. Alors ça a commencé, si vous voulez, avec des revisitations d'Indiana Jones. Je pourrais vous en parler, mais je crois que on rigolerait beaucoup, mais on y passerait beaucoup de temps. Donc j'en ferai peut-être un film un jour, d'ailleurs, ceci dit. Et le dernier a été Madame Edwarda, donc une adaptation d'une nouvelle de Georges Bataille. Donc entre-temps, dans ma vie, entre un garçon de 15 ans et un garçon de 22 ans ou 23 ans, il s'est passé un certain nombre de choses qui m'ont amené à ce trajet-là. Ce dernier film Super 8, quand les gens de la Cinémathèque de Grenoble l'ont vu, ils me connaissaient pas, et des professeurs, j'étais en histoire de l'art, des professeurs m'ont dit mais Philippe, parce que je leur montrais à eux mes films, et aux élèves qui étaient avec moi, tous les films que tu as faits, il faut absolument que tu les montres à des personnes qui sont dans le cinéma en fait. Et il se trouve qu'à Grenoble, il y a un festival de court-métrage en plein air, très connu. Je suis allé les voir. Ils ont été très intrigués. Ils m'ont demandé, chose hallucinante, de leur montrer tous mes films Super 8. Donc il y a eu une nuit, si vous voulez, où je suis arrivé avec mon carton et je leur ai montré tout ce que j'avais fait. Là, ils sont restés un peu à l'arrêt et ils m'ont dit, Philippe, il faut absolument qu'on t'aide. Donc ils m'ont proposé ce qui a été quand même un acte d'une gentillesse et de partage très grande. Au Festival de Grenoble, ils ont ouvert un bureau, ils m'ont fait installer mon projecteur Super 8 et ils m'ont dit, il faut que tu montes ton dernier film Super 8, donc Madame Edwarda, le film d'après Georges Bataille, à tous les gens que tu croises dans le festival, qui descendent de Paris, les professionnels de la profession, etc., etc. On te donne la clé, tu t'organises tes projections. Donc les réalisateurs qui avaient mon âge, j'arrivais, je leur disais bonjour monsieur, bonjour madame, voilà, alors j'ai fait des films en Super 8, j'aime beaucoup le cinéma, est-ce que vous voulez voir mon film?
Et donc, ils ont vu mes films et des réalisateurs m'ont pris sous leur aile, en fait, et m'ont encouragé à venir à Paris et ils m'ont présenté leur producteur. Et ils m'ont dit, voilà, tu leur montres juste ton film. Tu n'as rien à leur dire d'autre. Donc, j'ai fait des projections ici ou là dans Paris de ce film qui sera mis, j'en ai discuté un tout petit peu déjà avec Paolo, on va en reparler, mais qui sera mis en complément de ce film que vous avez vu, si un jour il y a un DVD qui existe, parce que dans Madame Edwarda, il y a certains plans qui sont aussi dans Fou d'amour. Donc ce film m'a permis de rencontrer un producteur qui m'a proposé de faire un film de manière un peu plus classique, puisque j'écrivais pas de scénario en fait, je faisais des dessins et j'écrivais dessous un petit texte. Et on m'a dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et à partir de là, on m'a dit beaucoup, enfin j'ai souvent entendu c'est pas comme ça qu'il faut faire. Notamment, il faut pas que je monte mes films tout seul. Donc là, je suis chef opérateur sur mes films depuis Jeanne Captive, mon dernier film, et celui-ci aussi. J'ai beaucoup de difficultés avec les gens de la profession vis-à-vis de ça parce que c'est très 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 mal vu. Mais ça vient de ma meilleure période de cinéma d'un point de vue intime et heureuse, c'était mes années en Super 8. J'étais libre, je ne le suis plus. Tu peux nous dire 2 mots des 2 précédents longs métrages, Capitaine Ahab et Jeanne Captive. Parce que il me semble, alors moi je n'ai pas vu Jeanne Captive, mais Capitaine Ahab, tu t'es attaqué à un mythe de la littérature. Et oui, bon, c'est vrai que ça me touche un petit peu aussi, parce que j'adore, effectivement, grand fan de Moby Dick. Mais se pose la question de l'adaptation et des solutions qu'on trouve de mise en scène. Comment on se réapproprie cette histoire impossible, a priori, à adapter. John Huston s'y était essayé. Bon, c'est pas fantastique. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on va parler d'où vient l'histoire de Fou d'amour, mais la question de, bon, cette histoire de Fou d'amour, c'est pas toi qui l'as inventée. Et en même temps, c'est poser la question de, bon, d'adaptation, justement. Et donc c'est vrai, Capitaine Ahab et Jeanne Captive, que je n'ai pas vu, mais Jeanne Captive, c'est Jeanne d'Arc. Donc là, je vois là, bon, tout simplement, bon, un grand personnage de la religion catholique. Voilà, c'est juste le simple lien que je fais avec Fou d'amour. Bon, déjà, en tant que cinéaste, j'ai besoin d'avoir une matière première, c'est-à-dire un peu comme un sculpteur, ça tombe bien parce que je suis allé au musée Zadkine ce matin, va trouver une souche dans la forêt et à partir de cette souche va la transformer pour qu'elle devienne, qu'elle se mette à raconter une autre histoire que son âme de souche, même si ce qui est beau justement, qu'elle devient Daphné ou je ne sais quelle sculpture qu'il a pu faire, elle reste quand même une souche ou un tronc d'arbre au fond. Donc je trouve ça assez intéressant, déjà parce que ça rapproche l'homme de la nature, alors que l'homme fait tout pour se séparer d'elle, et ça me paraît primordial de considérer qu'elle est notre égale. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Bon, en dehors de ça, donc, j'ai besoin d'une matière première. Donc j'aime vraiment travailler un peu comme les peintres reprennent des motifs d'autres peintres. Comme, je sais pas, je donne un exemple au hasard, mais il y en a des milliers, Francis Bacon, qui reprend un tableau de Van Eyck et qui, à sa manière, voilà. J'aime énormément ça, me confronter à des matières existantes et à les transformer ou à essayer de donner mon regard dessus, à les interroger. Donc d'où je peux adapter n'importe quel roman, ça ne me pose aucun problème. C'est-à-dire, voilà, pour moi, c'est aussi difficile ou facile d'écrire une petite histoire que de travailler sur un grand roman. Et de toute façon, toutes ces matières premières comportent en elles toute une série de questions humaines qui ont été portées, en ce qui concerne Herman Melville et Moby Dick, à un niveau que moi, je ne peux pas atteindre. C'est-à-dire, je suis incapable de questionner l'homme à cette profondeur-là. Donc, je me sers de cette base riche pour essayer d'être déjà à un niveau de réflexion haut. Et ensuite, j'ai toujours aimé exprimer mon regard sur les choses. Donc voilà, et je trouve que pour un spectateur, c'est assez intéressant d'avoir
deux objets, disons. Ensuite, le pont entre Achab, Jeanne et ce curé peut se faire d'une manière toute simple, pour moi, qui est la suivante, parce qu'effectivement, ça peut poser question. Ces trois personnages, mais ça, si vous voulez, je l'ai pensé et réfléchi seulement pendant l'écriture du film que vous avez vu. C'est-à-dire, ce n'est pas une théorie que je me suis faite il y a 10 ans ou je ne sais pas quoi. C'est là, je me rends compte, en regardant ce que j'ai fabriqué, que les ponts se sont construits, mais quand je les construisais, je ne savais pas que je construisais des ponts. Achab, pour aller vite, au XIXe siècle, c'est donc un capitaine de navire baleinier, c'est le fleuron de l'économie américaine, c'est-à-dire que c'est un personnage dans son poste, dans son métier, qui est ancré et central dans la société américaine. Jeanne d'Arc, quand elle arrive, c'est un personnage pareil, ancré dans sa société, un personnage central dans sa société. Le curé, quand il arrive au village, dans les années 50, c'est un personnage central du village, c'est un personnage ancré dans sa société. Ces trois personnages vont tous dévier de la route tracée. Achab, au lieu d'aller chasser les baleines, de remplir les cales de son navire et de les ramener pour que l'économie américaine continue à fleurir, est obsédé par cette baleine blanche et son obsession, sa passion, l'emmène à la mort. Jeanne d'Arc, au moment où je la filme, moi, c'est un personnage dont le roi lui a demandé depuis déjà quelques mois d'arrêter de guerroyer, puisqu'ils ont l'intention, eux, le dauphin de France, enfin roi de France, puisque voilà, et la Bourgogne, avec qui ils étaient opposés, de commencer un rapport, d'essayer de résoudre cette guerre par un rapport diplomatique. Et il ne veut pas que des guerriers ou des guerrières, en l'occurrence Jeanne, continuent à batailler parce que ça gêne les relations diplomatiques qu'il veut installer avec la Bourgogne pour pouvoir être Bourgogne plus Royaume de France contre Anglais. Et Jeanne, qui est un être passionné par excellence, continue parce qu'elle, elle veut chasser les Anglais, elle veut aller à Jérusalem, elle veut, bon, elle a une image comme ça. Et sa passion, donc, l'entraîne à la mort de manière claire et nette. Et bien évidemment, le curé, je ne vais pas faire de commentaires puisque vous l'avez vu hier soir et qu'effectivement, a priori, ses obsessions et sa passion le font dévier un petit peu de sa route et l'emmènent sur des terrains un peu glissants. Alors, cette histoire, on s'est posé la question, parce qu'on avait un doute, si tous les spectateurs ont vu ce qui est finalement le premier plan du film, pour moi c'est un plan, mais le carton de départ du film, qui nous dit d'où vient cette histoire de Fou d'amour. C'est tout simplement marqué, ce film est inspiré d'un fait réel. Bon, il se trouve que j'ai eu une ou deux personnes qui sont venues me voir ici ou là, qui m'ont dit j'ai pas du tout vu ce carton au début du film. Donc je me suis un peu inquiété, je suis allé vérifier en cabine de projection si la copie DCP du film comportait bien ce carton. Effectivement, il y était. Effectivement, certaines personnes avaient donc cru que tout ça sortait de mon imagination et au bout d'un moment disaient ouais bon d'accord, et en plus il lui fait ça, et en plus le bébé, etc. Donc d'où il sort ce Ramos, voilà. Mais il sort de nulle part et le curé du Ruf, donc dans les années 50, a effectivement fait certaines choses. Donc mon travail, ma souche, a été donc ce fait divers qui s'est passé dans les années 50, dont j'ai repris les événements principaux. J'ai juste changé 2-3 choses, dont un détail, je lui ai juste coupé la tête. Alors que lui, dans la réalité, c'est un monsieur qui a été condamné à 20 ans de prison après un procès bâclé, qui a scandalisé une partie de la presse de gauche. Claude Lanzmann, notamment, a écrit un article de 10 pages pour justement expliquer en quoi ce procès a été bâclé. C'est un article très intéressant. Et ensuite, je crois qu'il a fait une 20aine d'années de prison, puis un monastère en Bretagne l'a accueilli. Et il est mort il y a 2-3 ans. Donc voilà, pour des raisons absolument dramaturgiques dont on ne pourra ou pas parler, j'ai choisi donc grâce à Paolo Branco, puisque quand je lui ai amené ma première version du scénario, il n'y avait pas la tête qui racontait. C'était un narrateur neutre. Il était une fois ce monsieur qui arrive au village, alors vous voyez, il fait ci, il fait ça. Bon.
Et Paolo m'a dit non, je suis très très déçu. Donc ça m'a effondré. Et j'ai mis 24 heures pour trouver l'idée du mort qui parle, qui est une tradition dans une certaine littérature fantastique, disons même au cinéma, si on pense à Sunset Boulevard par exemple. Voilà, ça amenait une touche étrangement comique et en même temps troublante. Et la mort finalement plane sur tout le film, même si on l'oublie, mais elle est tout le temps là. Et en même temps, il y a cet aspect, entre guillemets, effectivement, d'humour noir, disons. Et c'est là toute la nuance. Et c'est comme j'essaye, c'est difficile et j'espère y arriver vraiment un jour, de constamment être dans des contrepoints, en fait. Ce mot contrepoint, il m'obsède à toutes les étapes de mon travail. Rire, mort, amour, haine, tout ce que vous voulez, mais vert, couleur de certains murs vis-à-vis d'autres. Je travaille tout en contraste, je casse la fluidité des plans entre eux, j'essaye de construire des blocs qui s'opposent les uns aux autres. Voilà, j'ai aucunement l'intention de laisser le spectateur tranquille. Et juste une dernière question de ma part, et puis ensuite je vous donne la parole. Ça donne lieu, mais on a vu plusieurs films de Paolo Branco, on en a, je crois, parlé un petit peu de cette question de la narration. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu le film, j'étais assez impressionné par l'emploi de la voix off, qui est parfois, effectivement, aujourd'hui, qui peut être très décrié par certains. Et là, j'ai trouvé ça très, très audacieux, parce que cette voix off ne nous quitte pas. Alors, parenthèse, mais dans le Capitaine Ahab, il y a aussi beaucoup de voix off, donc c'est quelque chose, c'est pas la première fois. Mais ce procédé m'a semblé très maîtrisé de ta part, mais surtout, bon, créer quelque chose, créer une ambiance et déboucher effectivement sur ce que tu viens de dire, cette tonalité très, très particulière du film où le meurtrier s'adresse au spectateur. Alors, pour moi, disons que la voix off, c'est un outil grammatical du cinéma. Il y a beaucoup de choses. Une caméra portée, c'est pareil, c'est une figure de style, disons. Et la voix off, c'est une figure de style. Enfin, il y a toutes sortes de figures de style. Tout ça, c'est des outils pour raconter des histoires. Donc, effectivement, depuis le début que je fais des films, même les Indiana Jones, il y avait des voix off. Donc, pour moi, c'est fondamental. Ça me permet déjà, esthétiquement parlant, de faire quelque chose de très particulier. J'arrive pas à faire autrement pour l'heure. Déjà, ça me permet, juste sans parler du sujet du film, parce que la voix off, là-dessus, elle a un rôle primordial, mais je parle juste d'esthétique. Ça me permet de ne pas être dans une sorte de réalisme d'image tout le temps. C'est-à-dire que puisque la voix raconte, je peux montrer, si j'ai envie, le détail d'un caillou, d'un morceau de ciel, toutes sortes de choses, pendant que le récit continue sa route tranquillement. Mais cinématographiquement, picturalement, je me sens libre de mettre ce que je veux. Puisque, voilà. Alors après, il y a des cinéastes qui le font à l'excès, ça, Godard. Mais moi qui suis un cinéaste qui a envie de vous raconter une histoire, donc je suis dans un cinéma plus classique, mais j'utilise quand même ce procédé pour ça. Ça me laisse une grande liberté de mise en scène autour et d'empêcher que le film se soit... Alors, le personnage rentre, je le filme, il rentre. Il s'assoit. Tu parles, je te filme. Je parle, je me filme. Voilà, ils sont tous les deux. Je filme lui, et puis voilà. Non, s'il y a une voix off, ça permet de filmer toutes sortes de choses. Donc, il y a une poétique, pour moi, qui peut apparaître grâce à ça. Donc ça, c'est une grande généralité. Ensuite, sur ce film, j'ai laissé la mise en scène et la parole à cet homme. J'y suis pour rien. C'est lui qui parle, de A à Z. Ça a été très compliqué pour moi à écrire, de jamais m'immiscer à l'intérieur de lui. De lui dire, mon ami, je t'écoute. Donc c'est un peu schizophrène. Et j'ai donc écrit ce film en pensant qu'à ça. C'est lui qui parle. Toi, tu te retires. J'ai cru, peut-être que j'y suis. Ma sœur qui est psychanalyste me voit partout. Mais bon, il faut que je lui reparle. Mais voilà, mais sinon c'est ça. Et ce film ne m'appartient pas, c'est le sien. Alors, est-ce que vous voulez réagir
ce qui vient d'être dit. J'imagine que la tonalité du film pendant à peu près la moitié, jusqu'au moment où apparaît la jeune aveugle, qui fait qu'il y a beaucoup de sarcasme, beaucoup d'ironie, qui fait qu'on rit, on sourit, alors que l'histoire, on sait par la suite qu'elle va être tragique. J'imagine que ça vient de vous, c'est pas le fait divers. Donc vous y êtes, votre sœur a raison. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que d'abord, premier point, c'était un homme qui a... Moi, ce que j'essaie... Alors, mon discours est ambigu, forcément, comme le film. Donc, ce que j'essaye de dire là, c'est que ce monsieur est arrivé dans un village, il a séduit le village. Moi, en tant que cinéaste, j'essaye de séduire les spectateurs pour les emmener où je veux. C'est-à-dire que c'est... comment dire, c'est manipulateur au sens hitchcockien du terme, disons, pour être soft. Mais quelqu'un qui ne se laisse pas trop emmener par lui pourra trouver dans les coins des choses où il pourra se dire « Mon garçon, tu me sembles être un homme un peu particulier, avec une certaine forme de perversion ou de manipulation. » Tout ça. Alors, on peut en sourire. Lui, il cherche qu'à nous séduire, jusqu'au bout. C'est-à-dire, à la fin, c'est lui qui nous parle. Il nous parle de ses problèmes à lui, de son impression à lui, mais on oublie totalement la victime. Il faut quand même penser que quand j'ai fait lire le scénario à une actrice du film, elle m'a dit, à la fin, je lui pardonne. No comment. C'est ce que j'ai peut-être cherché à faire, mais peu importe. Mais mon retrait, c'est un peu symbolique ce que je dis, mon retrait, c'est justement pour laisser le film sur des points d'interrogation et des questions auxquelles je ne répondrai pas. Je trouve d'abord que les cinéastes parlent trop, et je trouve qu'ils devraient se taire. Bon, ça c'est une première chose, et je ne suis pas là pour expliquer ce que j'ai fait. C'est aberrant pour un artiste de faire ça. On est dans une société aberrante. Donc il y a des débats très, très intéressants sur des sujets tout à fait passionnants d'actualité, d'histoire, de politique. En ce qui me concerne, j'ai bien l'intention de me tenir très à l'écart de ça et de ne pas faire des films qui frôlent trop ça. Je serai toujours hors de ce temps. Pour moi, les poètes, ou les artistes, les peintres, c'est des personnes qui doivent poser des questions. Ce ne sont pas des personnes qui doivent y répondre. Aujourd'hui, il y a 90% des artistes qui répondent. Ils ne devraient pas répondre. Fin du débat. Au revoir. Non, mais ce que je veux dire, on peut parler beaucoup des choses, mais il faut laisser un mystère à l'œuvre. Il faut la laisser vivre elle-même, je pense. Donc, je ne répondrai pas à certaines questions, évidemment, puisque je l'ai déjà vu hier soir. On m'a demandé, mais vous, êtes, comment vous vous situez ? Ça ne regarde personne. C'est pas à moi, c'est vous comment vous vous situez vis-à-vis du film et de cet homme et de cette jeune femme et comment elle est et lui, etc. Il le dit, hein. Il le dit, vous allez rentrer chez vous tranquillement, allumer une petite cigarette, excusez-moi, et voilà. Je suis un peu gêné par votre discours, la terminale, parce qu'il répond un peu à ma question et m'interdit presque un peu de parler. Non, j'ai été très admiratif de la manière dont vous passez d'un ton qui m'a surpris beaucoup, parce que honnêtement, moi, je ne connaissais pas vos films précédents. Par contre, j'avais un petit écho personnel, parce que le privilège de l'âge, de l'affaire du Rufle, c'est-à-dire que je n'étais pas très âgé à cette époque, mais il en a été parlé dans les années à venir. D'ailleurs, peut-être vous pourrez répondre à ma question. Je pense qu'il y a de grands écrivains. J'ai vaguement le souvenir qu'il y a des gens qui, peut-être Journe, ou peut-être je ne sais pas qui en ont pas, vous devez être au courant, pour peut-être me répondre, qui en ont parlé, mais pas du tout à votre manière. Et alors, ce que je trouvais j'étais très admiratif par la manière dont vous avez passé de ce ton que tout le monde a constaté, qui est distancié de la voix off, le prêtre, qui effectivement, à un moment, peut occulter le drame que l'on connaît, puisque quand même au début, vous nous avez situé les choses. Mais quand Melville Poupeau prend la parole, ce ton dégagé est très amusant. Et carrément, votre personnage, à ce moment-là, est pervers, mais au sens le plus gentil du terme. Pas d'une manière qui devrait nécessairement le conduire à ce à quoi il le conduit. Alors, oui, j'ai trouvé que vous ne perdiez pas, si j'ose dire, que la manière dont vous, quand même, vous arrivez insidieusement à retrouver, excusez-moi, le fil dramatique, tout à fait dramatique, car cette histoire l'est.
Bon, ça, c'était assez admirable. Mais alors, là, vous allez me dire, vous allez vous abriter, je pense, derrière votre discours précédent. La fin, c'est-à-dire l'auto-justification très légère et très désinvolte aussi de Melville-Poupeau, c'était un peu raide quand même. Voilà. Euh, voilà, c'est tout. Non, non, c'est pas tout. Ça veut dire quoi un peu raide? Eh bien, un peu raide, la désinvolture avec laquelle nous dit, mais il se blanchit d'une certaine manière. D'ailleurs, je vais vous dire, bon, là, je ne vais pas vous questionner trop longuement, mais j'aimerais savoir ce qu'il dit à toute fin. Non, Moi, mais disons, par rapport à ce que vous dites, je peux dire comment je fabrique quelque chose. Ça, je suis tout à fait ouvert à ça. Ça répondra en partie à votre question. C'est-à-dire, je sais où je vais, a priori, où ça va arriver. Et j'ai cherché, il n'y a pas deux parties dans le film, au fond. D'abord, si je revois comment j'écris, je l'écris en 3 parties. Il y a 3 actes, on va dire. Le premier acte, il se termine sur ce feu d'artifice avec les maîtresses, là, les vues sur la Voie lactée, etc. Fin du premier acte, la situation est posée, le personnage a vécu, voilà, on a la situation. Deuxième acte, ça s'ouvre d'ailleurs. Pardon. Ça s'ouvre comme au théâtre. Mm. Il y a une dame morte, allongée, devant un monsieur, le facteur du village, en train de faire une grande interprétation d'un texte de Sade. Ce qui m'amuse. Deuxième acte, l'arrivée de cette jeune demoiselle. On est dans un bonheur, mais un bonheur qui est quand même très étrange. Je vous donne juste un exemple. Cette scène que j'apprécie, que j'aime bien, je ne sais pas encore, j'ai pas beaucoup de recul sur mon film, je ne sais pas dans 6 mois ce que je pourrais en dire. Pour l'heure, il y a une scène, je suis sûr de l'aimer. C'est la scène de l'affiche où il lui met la petite couronne et il lui récite un cantique des cantiques un peu réécrit par moi. Quand il la prend après avec elle, ça pourrait être un moment de bonheur, disons, assez intense. Il est au sommet de ce qu'il désirait tant. Mais quand il marche avec elle dans la campagne, qu'elle est sous son voile, la musique, c'est presque une marche funèbre. Donc, j'ai placé dans cette deuxième acte des tonalités qui commencent à aller vers le noir, disons, ici ou là. Cette deuxième partie qui se termine, en gros, quand il a l'accident de moto, elle est ambiguë. Lui-même, le personnage change parce que tout à coup, il découvre un truc qui le surprend beaucoup quand elle le touche, le caresse. Il nous dit, pour la première fois de ma vie, j'étais sincèrement ému. Alors qu'il manipulait jusqu'ici, c'était le maître des marionnettes un peu. Là, c'est terminé. Donc, il va faire face à autre chose. Donc, à la fin du deuxième acte, alors qu'il n'a pas senti tout à fait ça, il se prend un coup de réel sur la tête quand elle vient lui annoncer qu'elle est enceinte. Et c'est un personnage, depuis le début du film, qui est hors du monde. C'est le petit théâtre de Monsieur le curé. C'est un monsieur qui ne vit pas du tout dans le monde. Il vit hors du monde. Il construit tout, il se fait un royaume. Ça fait rire quand il dit « un roi est parmi vous », mais il le pense, je crois. Donc, nous, on ne sait pas forcément encore. C'est peut-être ce qu'on découvre ou peut-être des choses qu'on peut se remémorer après. Et donc, le troisième acte, évidemment, c'est la chute. Et il y a cet homme qui pleure, mais qu'en penserait la tête si elle commentait au moment où il se voit, lui, pleurer? Il se tait, là, la tête. La tête dit rien. On trouve ça un peu minable, peut-être, qu'il soit en train de pleurer. Et après, lui, comme tous les grands pervers, vous avez qu'à lire des comptes rendus des médecins, des psychiatres sur Fourniret ou autres tueurs, serial killers, etc., ils disent tous que quand ils sont devant eux, ils essayent qu'une seule chose. Et ils disent même, les médecins, que c'est très complexe de leur parler, parce qu'ils sont toujours dans la séduction. Ils sont encore en train d'essayer de vampiriser la personne qu'ils ont face à eux, médicalement parlant. Enfin, je veux dire, psychologiquement parlant.
il fait juste ça, ce monsieur, je crois, dans les dernières paroles qu'il prononce. Il essaye de vous avoir avec lui. Donc, je montre ça. Et moi, je fais un pas de côté. Et je vous dis, c'est à vous de voir. Pardon ? Vous n'êtes en rien son interprète. Je suis en tout son interprète. C'était un peu symbolique ce que je raconte. Mais pour vous dire que le film, c'est une image que j'exprime, je lui laisse donc la parole. Et ça a été difficile à écrire. Mais comme dirait le poète, et je ne sais plus lequel, quand on sait brûler, on a le droit de parler du feu. Je fais partie des ancêtres ici qui se rappellent un peu du fait divers. Et alors, dans le fait divers, il y a marqué qu'il avait été condamné, mais circonstances atténuantes. J'avais du mal à comprendre qu'est-ce que ça pouvait être les circonstances atténuantes. Et une interprétation du film, c'est en fait c'est la main de Dieu qui guide la main de cet homme, quoi. Donc c'est un peu lui, il transfigure son action à travers les commandements du Nouveau Testament. Enfin, c'est une interprétation que j'ai fait, moi. Disons, pour rebondir un tout petit peu, sans approfondir, il a sa religion personnelle, on va dire. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Oui, tout à fait. Mais c'est Dieu qui agit, il agit au nom de Dieu, quoi, en fait. C'est pas moi qui Parce que le je l'ai dis. interprété comme ça, hein. Salomon avait 1000 maîtresses. Voilà. Donc j'ai eu la réponse. Et le Cantique des Cantiques, c'est pas moi qui l'ai écrit non plus, et ni lui d'ailleurs. Donc lui, il trouve ce qu'il a envie de trouver dans le texte, comme ce qu'il a envie de trouver au village. Voilà, il est dans un rapport très... Pour dire... Pardon ? C'est une manière de comprendre pourquoi il y avait ces circonstances atténuantes. C'est une Les interprétation. circonstances atténuantes, si vous voulez, après, lisez l'article de Claude Lanzmann. Vraiment, si ce point-là, parce que c'est vrai, c'est un petit peu... Et il parle que de la question que vous soulevez, pas moi. Mais lui, on parle très très bien. Oui, alors, pour suivre votre proposition, on pourrait dire que la première parole, parce que c'est celle-là qui est quand même la première parole du film, où il se situe en victime, c'est la première parole de séduction. Tout à fait. Voilà. Il dit « Je suis un rien coupable, mais avant tout une vraie victime ». Donc voilà, c'est la première parole de séduction. Mais ce n'est pas la vraie première parole de la séduction si on commence une analyse. La vraie parole de séduction, elle n'est pas là. Elle est dans les sourires que j'ai entendus dans la salle hier soir. C'est la phrase d'avant. Quand il dit, on vient de voir une scène un peu particulière, quand il dit, là je suis un peu fatigué, donc je ne vais pas arriver à vous dire la phrase, mais en gros, quand il dit, disons que c'est un peu désobligeant de se voir séparé d'une partie de soi-même. C'est ça la vraie première parole de séduction. Là, il tient le public, entre guillemets. Si vous voulez, j'essaye de placer les spectateurs comme lui. Comment dire ? Pour moi, les spectateurs, c'était les villageois du village. Donc, j'essaye de vous mettre dans une situation, entre guillemets, identique. Très, très bien inscuré. Un club de foot hyperactif, un club de théâtre, etc. Et un jour, on apprend quelque chose. Et alors là, quand les gens du village ont appris ce qu'il avait fait, même s'il y avait des petits soupçons ici ou là, il y a beaucoup de gens qui ont été à l'arrêt, quoi, devant cette chose indicible qui avait été faite. Ce gouffre, c'est exactement ce que je cherche à faire avec les spectateurs, à retrouver ça. Donc je me mets, entre guillemets, à sa place. C'est un choix ambigu. Mais je pense que si le film est intéressant, c'est là. Sur ce film, vous êtes, je crois, scénariste, opérateur, monteur, costumier, décorateur. Pas costumier. Pas costumier, parce que j'ai cru au générique costume. Et réalisateur, bien sûr. C'était déjà le cas, je crois, au moins en partie sur les films précédents. Alors, vous avez parlé au début des conditions de la liberté d'exercer, enfin de l'auteur, de vous en tant qu'auteur. Et en même temps, vous avez dit « je l'ai perdu », j'ai cru comprendre. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est important ? Comment ça se pose pour vous ? Ça part vraiment d'une idée très centrale dont j'arrive aujourd'hui à comprendre ça, mais j'ai mis longtemps à le comprendre. C'est-à-dire que quand je suis arrivé et que j'ai commencé à travailler avec des équipes, on m'a dit « non, Philippe, c'est pas comme ça qu'on fait ». Donc, ah bon, on fait comment ? Donc, on fait comme ça, il y a un monsieur qui s'appelle un chef opérateur qui va être là, on va discuter avec lui, voilà. Donc, bon, j'ai essayé de le faire. J'ai fait un long métrage comme ça, que je renie, que j'ai pratiquement détruit. Je suis arrivé quasi à mes fins, donc qui n'existera bientôt plus. Il n'y a plus de copies qui existent, il n'y a plus rien. C'est mon premier long métrage, ça s'appelle Adieu pays.
Ensuite, j'ai fait Capitaine Ahab avec une équipe un peu classique. Et dès que le numérique est arrivé, ça m'a permis de retrouver ce que je pense de toutes ces caméras qui pour moi, n'est qu'une caisse de bois, comme au bon temps du muet, sur un trépied. Si vous voulez, ça n'a pas évolué quelque part. Donc tout le monde croit qu'il faut être 300 autour d'une caméra et tout ça, mais c'est une boîte avec une fenêtre. Et si vous êtes cinéaste, votre travail, c'est de choisir le morceau du monde que vous allez prendre et coller à côté d'un autre morceau du monde, d'un visage, d'une chose, d'un être, etc. Donc voilà, pour moi, c'est un outil très basique. Et je suis de plus en plus, chose que je ne disais plus, dont j'avais presque honte, mais avec ce film, ça réapparaît clairement. Pour moi, un cinéaste, c'est comme un écrivain ou comme un peintre, il doit travailler avec son outil. Donc je travaille avec mon outil et je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour travailler avec cet outil-là. Donc, plus besoin de chef opérateur. À vous de juger si vous trouvez que les images sont belles, pas belles, peu importe. Mais pour moi, pour atteindre ce que je veux atteindre, de concentration et de travail sur un plateau, j'ai besoin de faire les choses moi-même. Donc les acteurs qui, dans un premier temps, surtout les acteurs qui ont beaucoup tourné, Melville, Stévenin, etc., Dominique, bon, quand je leur dis qu'il n'y a pas de chef opérateur, même si ce sont des personnes qui ont tourné avec des cinéastes vraiment très singuliers, il y a quand même un petit temps d'arrêt. Ensuite, ils ne demandent qu'à voir. Eh ben, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils veulent tous retravailler avec moi. Ce n'est pas des fleurs que je m'envoie, c'est juste pour dire le travail. Ils veulent retravailler avec moi parce qu'ils aiment bien cette façon tout à coup dégagée de toute cette ambiance de plateau avec plein de gens partout, etc. Ils ont l'impression d'être face à un peintre qui travaille. Et moi, j'ai l'impression que j'arrive le mieux à m'exprimer quand je travaille comme ça. Donc, j'ai toujours monté mes films, même si on n'a pas voulu que je le fasse au début, mais j'ai gagné la bataille. Mais non, plus personne ne s'en préoccupe. Et donc, j'entends aujourd'hui que des réflexions sur « Philippe, ne dis pas que c'est toi qui fais l'image, ne le marque pas sur le générique, tu vas te faire, on va te le reprocher, etc. » Certains critiques sur mon dernier film, Jeanne Captive, ont été cinglants quant à ça. Ils n'aimaient pas le film, ils avaient trouvé une porte d'entrée. C'est « Ah, mais il était chef opérateur. » Donc, il n'a pas pu diriger ses acteurs. D'où ça vient ? Pourquoi aller reprocher à un peintre de ne pas travailler sur sa toile, mais de retourner et de travailler sur l'arrière de la toile ou de travailler sur ce morceau de bois ? Ça n'arrive jamais dans les arts. Dans l'histoire des arts, ça n'arrive jamais. Le cinéma, il est rempli de codes. C'est un art très académique, industriel, hiérarchisé. Et les personnes qui dévient de ça sont mises sur le côté. C'est violent. Donc, bon, voilà, les caméras numériques facilement manipulables pour moi, face à des caméras 35 plus complexes à manipuler, notamment dans le travail sur la lumière, m'ont permis de revenir à prendre mon outil sous le bras et à aller filmer mes acteurs. C'est un travail qui est né de ça et c'est un travail, je suis un cinéaste amateur. Est-ce qu'on peut adjoindre le mot de plaisir de faire du cinéma à cette méthode ? Tout à fait. Je retrouve un bien-être. Donc, peu importe, après, un cinéaste peut être dans son bien-être au milieu de 300 personnes. C'est son bien-être à lui. Il a besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Et je l'enlève avec force et énergie. Donc, je me retrouve à un certain poste. Effectivement, c'est assez rare. Après, il faut quand même comprendre que je travaille en tant que chef opérateur sur un film avec une équipe. J'ai un assistant caméra, j'ai un deuxième assistant caméra, j'ai un chef électro, j'ai des électros. Je vais au loueur de caméra, je choisis ma caméra, je choisis mon projecteur, je dis je veux ce projecteur, je veux celui-là, etc. Je fais mes courses et les électros, toutes les personnes s'occupent ensuite. Voilà. Et que j'arrive sur un plateau et je travaille comme un chef opérateur. Pendant que les acteurs se préparent, maquillage, etc., costumes, ils aiment bien prendre leur temps, ils aiment bien venir 1 heure, 2 heures avant le début, tranquillement. Je fais un travail de chef opérateur. S'il vous plaît, vous mettez le 4 kg à 10 mètres sous cette fenêtre, un peu plus à droite, non, un peu plus à gauche, non, ouais, très bien. On va mettre un fluo ici, on va mettre ci, on va mettre là, etc. Et je construis mon image comme ça. Une fois que les acteurs ont vu que j'allais plus vite que sur un plateau normal, puisqu'il n'y a pas de discussion, personne ne me dit « Qu'est-ce que tu penses si ?» C'est comme si vous êtes en train d'écrire, et vous êtes écrivain ou peintre,
êtes en train de tracer et quelqu'un vous dit non, mets un peu plus de jaune là. C'est peut-être pertinent, mais votre main, c'est elle qui crée et elle est arrêtée. Et il coupe la liaison entre la main et la tête en faisant ça. Et moi, je me dis, mais pourquoi il me dit ça, lui? Et donc, sur tous les films où je travaille avec des chefs opérateurs, ça a été la guerre totale. Donc, au bout d'un moment, il vaut mieux arrêter. Et donc, je préfère travailler avec les artisans du cinéma. Je préfère parler à un ébéniste ou à une peintre qu'à un chef décorateur. Ça ne m'intéresse pas. Tous les décors de ce film, j'ai travaillé, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai travaillé à peu près 3 semaines de manière intense sur Google Earth. Une fois que j'ai su que j'allais tourner en région Rhône-Alpes, j'ai travaillé un peu sur Internet pour déjà un peu... Je viens de la région Rhône-Alpes, donc je connaissais l'Ardèche, le Vercors, etc. Mais je ne connaissais pas le budget où j'ai tourné. Donc sur Google Earth, j'ai reparcouru les chemins de campagne. Comme ça, là, vous savez, quand vous essayez de regarder puis vous zoomez, c'est un outil de travail extraordinaire pour moi. J'ai trouvé les villages dans un premier temps comme ça. Et je me suis dit, ça a l'air intéressant. Donc j'ai fermé mon ordinateur et j'ai passé plusieurs semaines sur place tout seul. J'ai ouvert les portes, les gens m'ont ouvert les portes, j'ai discuté avec les personnes, j'ai rencontré des personnes, j'ai discuté calmement avec eux, j'ai expliqué ma démarche, j'ai expliqué le film, j'ai passé des heures à raconter le film que j'allais faire. J'étais sur une terre très croyante. Donc j'ai eu des discussions sans fin autour d'un vin blanc de Savoie, des fois parfait, voire d'un saucisson, un vrai. Donc tout allait très bien. Ça a été un plaisir. J'ai installé tout un territoire et ensuite l'équipe est arrivée. Mais quand l'équipe est arrivée, tous les décors étaient choisis, les contacts étaient faits. Donc c'était voilà. Et donc la semaine prochaine, autre séquence émotion, je vais présenter le film dans les villages où j'ai tourné. C'est juste une démarche d'un artisan, si vous voulez, pour essayer de définir un peu le mot. Alors, il y a plein de questions. On va essayer quand même de donner la parole à tout le monde. Je ne sais pas où est le micro. Bon, alors, monsieur là derrière. Vous donnez quand même votre point de vue parce que dès le sermon, il y a un délire mystico-religieux qui fait qu'il y a une identification entre lui et le Christ, lui, corps, voulant donner le Christ. Alors on se dit là, il y a une déviance là, quelque chose qui... Ça, c'est le premier point. Le second point, moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, historiquement aussi, j'ai peut-être rencontré ce gars-là. Je n'en dirai pas plus. Pourquoi? Parce que c'est une relecture. Et vous avez coupé la tête pensante, l'esprit, par rapport à la chair, le corps, etc. Et il est horrifié quand il voit ce que devient le corps enceinte. Et là, c'est la réalité. Donc, voilà. Et je pense que vous démontrez assez bien le refus de responsabilité de ce gars-là. Il avait tout à fait la possibilité d'assumer. Donc, il est dans toute autre chose. Et il paie. Point. Le discours, le premier discours de l'Église, c'est une des petites toiles d'araignée que j'ai tissées tranquillement dans les coins, comme je disais tout à l'heure. On l'entend ou pas. Les personnes qui ont travaillé sur le montage son du film, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, ce discours est quand même un peu ambigu. Ça n'a pas l'air. On se dit, bon, mais si on l'écoute, effectivement, c'est tout à fait... Voilà. Ensuite, je voulais rebondir sur autre chose, mais j'ai oublié. Mais bon, en tout cas... Alors, ça, parmi les actrices du film, il y a une personne qui est très croyante. Vraiment. Je ne le savais pas. Alors, d'ailleurs, c'est assez intéressant de vous raconter brièvement comment je l'ai rencontrée. C'est Lise Lamétrie qui joue la bonne du curé. Voilà l'histoire. C'est une assez jolie petite histoire. J'avais vu, il y a quelques années, un film que j'aime beaucoup. Je ne sais pas filmer comme lui. Je ne filmerai jamais comme lui. C'est un cinéaste que j'admire. Mais mon cinéma ne ressemble pas du tout à ça. C'est Maurice Pialat. Il a fait un film extraordinaire, notamment, parmi beaucoup, qui s'appelle Van Gogh. Dans Van Gogh, à l'auberge des Ravroux à Auvers-sur-Oise, il y a l'aubergiste et sa femme. Et c'est un tout petit rôle. Et c'est donc Lise Lamétrie qui est concierge à Paris et de l'immeuble où vivait Pialat. Et donc c'est par amour de Pialat, par amour de cette voix, par amour de cette femme, que j'ai eu envie de travailler avec elle. Et donc je lui ai envoyé le scénario.
Salut, très bien, on se rencontre pour la première fois au café. Et donc j'arrive et je vois à son cou, il m'adonne des croix, mais c'était un peu imposant. Et je me dis, ouf, je ne suis pas sûr qu'on va travailler ensemble, j'en sais rien en fait. Et ça a juste été un moment très très beau, tous les deux, ça nous a absolument marqué, où en fait cette personne avait épluché le scénario. Mais à la virgule près, c'était annoté, c'était surligné. Voilà. Donc la première chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a dit, bon, alors d'abord, elle m'a dit qu'elle aimait énormément l'écriture, le style de l'écriture, et notamment de la voix off qui participe. Voilà. Donc elle m'a dit, j'ai noté toutes sortes de phrases. Voilà. Alors elle me citait les phrases, c'était très gentil, très bien. Et donc elle m'a expliqué sa croyance et comment elle se situait vis-à-vis de ça, effectivement. Mais elle sentait que de ma part, il n'y avait aucunement l'intention de me moquer de la religion, d'être provocateur, d'être anticlérical ou peu importe. Ça, c'est personnel et je ne dirai rien. Donc, peu importe. Elle était troublée, j'avais fait un film sur Jeanne d'Arc. Voilà, j'arrive avec celui-ci. Je vous dis quand même au passage, qui est quand même assez comique, enfin pas comique, mais Jeanne est d'un village de Don Rémy. Uruf est à, je ne sais plus, 30 km de Don Rémy. Donc je suis juste allé dans le village voisin, quelque part. Je n'ai pas fait un grand chemin pour trouver le nouveau sujet de mon film. Donc voilà. Et donc Lise a compris ça et s'est donnée au film à un point qui faisait qu'elle le jouait mal au début, tellement qu'elle aimait le film. Et quand elle a commencé à me voir tout tripoter, les objets, tout ça, ça lui rappelait un certain cinéaste qu'elle avait beaucoup aimé. Et elle me dit, c'est jamais ça, et je suis comme ça. Et elle était comme ça. Elle le racontait à tout le monde, mais moi, j'ai fait 15 longs-métrages, j'ai jamais vu un type qui fait ce que Philippe est en train de faire. Donc, on a eu du mal, j'ai eu du mal à la diriger. Parce qu'elle était en manque d'air. Donc, on a travaillé beaucoup avec elle pour arriver à, je trouve, certaines scènes où elle est merveilleuse, notamment sur la dernière, mais parce qu'elle le vit. Oui, justement, vous parlez de casting. Je voudrais savoir pour Melville Poupeau, que j'ai trouvé vraiment formidable, et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi formidable dans un film, donc ça m'a fait plaisir. Je voulais savoir voilà, quand est-ce que ça s'est décidé que c'était lui qui interpréterait le rôle principal. Et j'ai une deuxième question, c'est sur la voix off dont vous venez de parler. C'est est-ce qu'elle était complètement écrite, elle était écrite, mais est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle s'est réécrite au montage, enfin comment ça a marché sur la voix off? Melville, j'ai écrit le film pour un autre acteur avec qui j'avais déjà travaillé. Il se trouve que ce garçon fait aussi du cinéma et avait un projet de cinéma et de film, et donc on n'a pas pu le faire ensemble. À partir de là, c'est le grand vide. Vous avez passé, je l'ai écrit assez vite ce film, ceci dit, c'est-à-dire un an. Je vous ai passé un an à justement à dessiner votre modèle et il ne fera pas le film, donc c'était assez troublant. À partir de là, quand même, c'est installé pour moi une étape un peu compliquée. Ce qui est très bien avec Paolo Branco, c'est que c'est pas un lâche comme 99% des cinéastes qui se promènent, comment dire ça pour le dire poliment, à genoux devant les télévisions. C'est-à-dire que c'est les télés. Tous les producteurs tremblent. Est-ce que si je dis que Monsieur Machin joue dans mon film, Canal+ va me donner de l'argent? Paolo, il me dit, Philippe, Canal, c'est moi, toi, tu travailles. Je ne veux pas t'entendre dire, mais Paolo, tu crois que tu fais ce que tu veux, on en parle artistiquement, point final. Oublie-les tous, n'y pense pas, ils valent rien. Il parle comme ça. Il parle d'argent, ça ne te concerne pas. Jamais entendu ce discours. Hein. Donc, parfait, très bien. Je cherche. Paolo m'avait tout de suite dit, qu'est-ce que tu penses de Melville Poupeau? Paolo, il a fait un film avec Melville Poupeau quand Melville Poupeau avait 10 ans, le film de Raoul Ruiz. Et franchement, maintenant que j'ai travaillé avec lui, quand je revois le film de Ruiz et que je vois Melville, que je connais bien maintenant, on s'est très bien entendu, que je le vois à 10 ans dans un film de Ruiz où il y a Stévenin qui passe et où Melville me raconte, c'était hallucinant pour moi. Il buvait
tous comme des... C'était incroyable. Je voyais des scènes incroyables. Et en même temps, des films très étonnants, sans accroche d'histoire, enfin, très absurdes, surréalistes, etc. Donc, une vie étonnante. Donc, bref. Et moi, Melville Poupeau, je ne savais pas, en fait. Romer, ouais, Ruiz, super, etc. Mais en même temps, j'avais une image de lui qui n'était pas la bonne. Et je vois un jour Laurence Anyway. Je me dis, oula, le Melville, il y a des faces de lui, des aspects de lui que je ne connaissais pas du tout. Ce côté un peu, entre guillemets, un peu bourgeois, comme ça, un peu beau garçon, voilà. C'était pas du tout ça. Je me disais, ah oui, dedans, ça boue, en fait. Il y a un truc bizarre à l'intérieur de lui. Je le rencontre, et c'est exactement ça que je vois. Un mélange d'enfant, de quelqu'un de resté enfant, de quelqu'un de très distingué, très amoureux des femmes, très bon vivant. On aime les mêmes vins de la vallée du Rhône, le Crozes Hermitage, sans monter sur les Hermitages, soyons modestes, les Crozes Hermitage, bon voilà. Donc tout ça, quand je l'ai rencontré, j'ai découvert chez ce garçon plusieurs facettes. Et plus je discutais avec lui, plus on passait du temps, plus je me disais, mais bien sûr, mais bien sûr, il avait raison, Paolo. Parce que Paolo me disait, mais non, vois-le, il a pris un peu de ventre, il a un peu changé, Melville. Donc à partir de là, Melville était enthousiaste sur le scénario. Évidemment, pour un acteur, travailler un rôle à facettes comme ça, où on va passer, voilà. Et puis, je trouve, toute proportion gardée, hein, je répète, je vous le dis, toute proportion gardée, il faut le souligner 15 fois, sinon je revois une parole passer sur Internet, Ramos a dit que... Il y a un côté Gary Grant, si vous voulez, dans l'aspect du comique chez lui, parce que c'est un homme distingué. Et il peut faire des choses vulgaires, ou si vous voulez, très crues, mais c'est toujours classe. La scène de masturbation est exquise. Et pourrait être graveleuse, disons, quoi. Bon, il y a le texte, mais quand même, il amène un humour, quelque chose qui décale en permanence. Et ça, c'est passionnant. Donc voilà l'histoire avec Melville, qui est une belle histoire, parce qu'elle s'est construite progressivement, et elle fait partie des centaines d'histoires, des histoires du cinéma, où il était prévu qu'un acteur fasse un rôle, et finalement, c'est un autre. Et voilà. Alors, je ne sais pas où le micro... Allez, allons-y. Alors moi, c'était juste pour vous remercier pour ce très joli film dans lequel on sent beaucoup de choses que vous avez dites et c'est un bonheur de vous écouter aussi, donc n'ayez pas peur de parler quand même parce que c'est très agréable. On y sent cette liberté, on est effectivement très heureux de voir Melville Poupeau comme ça. On y sent aussi toutes ces cassures de ton, tout ça c'est très présent entre le drame, l'humour, tout ça est entremêlé de façon très très belle. Cette voix off est magnifiquement écrite et c'est très agréable et très osé aujourd'hui de faire ça au cinéma. Et il y a aussi, donc on n'en a pas parlé, mais une magnifique lumière et une présence de la nature aussi qui est très, très importante et qui aussi parachève le film. C'était juste pour dire merci. Et la lumière, vous l'avez compris, c'est lui qui l'a fait. Hein. Et dans ce film, la lumière, elle est lumière divine. Ouais. C'est toi devant. Simplement pour compléter un peu ce qui vient d'être dit, c'était le côté de la nature, la présence de la nature, la présence des images sur le minéral, sur le végétal, sur tout ce qui accompagne ces personnages. Ils sont pris dans une espèce, parfois c'est même merveilleux. Et ça va dans un climat près du merveilleux. Et il y a une sensualité de la nature qui est là, l'eau, à travers le minéral. Et ça, j'étais très très sensible à ça dans ce film. C'est pas très souvent qu'on a ce genre d'émotion à travers ces éléments-là. Je l'ai beaucoup, par exemple, dans les films de Terrence Malick, par exemple. Mais dans ce film, j'ai retrouvé des émotions du même type. Et je trouve que la présence de cette nature, c'est vraiment ça incarne les personnages encore davantage. Et ce personnage aussi, qui devient complètement partie prenante de cet environnement et de ce merveilleux qui l'entoure. Bon, voilà ce que je voulais dire à propos de ces images, qui sont très belles, et cette lumière qui est effectivement un côté divin aussi par moment. Voilà. Merci, Philippe. Mais là-dessus, Philippe, tu rajoutes rien. Parce que c'est un sacré boulot, ça. Enfin, c'est vrai que filmer les paysages et la nature comme ça, c'est pas donné. Disons que ce que je peux dire, c'est que j'essaye, par différentes manières de fabrication, de lui donner une indépendance à la nature.
C'est-à-dire que, par exemple, la scène en question, justement, elle s'ouvre sur un plan où on voit un arbre en contre-plongée, comme ça. Donc il y a les feuilles qui bougent, voilà. On est en contre-plongée. Ensuite, il y a un plan d'ensemble, la caméra est au sol avec une présence des herbes un peu importante et Melville arrive du fond pour déposer donc après la scène où il dépose la couronne. Le premier plan, je l'ai isolé de tout. Donc, qui regarde cet arbre? Personne. C'est pas pour faire, je sais pas, donner une atmosphère. C'est un arbre qui vit sa vie à un moment, quoi. Donc, il y a énormément de choses qui sont filmées comme ça. Et c'est pour ça que je dis que je lui donne son indépendance. Elle est là. Et donc, elle ressort comme ça, comme chose qui est autour de nous. Et après, c'est un attachement, et ça rejoint ma méthode de travail. Quand j'ai décerné mon territoire qui fait une 20aine de kilomètres carrés à peu près, j'aime bien, le territoire, avant que tout le monde arrive, je suis monté sur le sentier là-haut, je suis descendu dans la gorge, je suis monté par là-bas, je suis redescendu, remonté, regardé, etc. Les gens du coin me disent, j'en voudrais te montrer un coin. Ah oui, là, ils sont tous très étonnés que je connais le petit chemin, en fait, là-bas. Mais c'est parce que j'ai passé du temps à le parcourir. Donc, parcourant ce paysage, j'apprends à l'aimer, donc à le regarder. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot blasphème. Est-ce que vous l'assumez ou pas? Parce que bon, moi j'ai trouvé que c'était très blasphématoire envers la religion, quoi. Et quand vous dites que vous ne voulez pas vous dévoiler à travers vos films, c'est quand même une provocation. Vous êtes au moins provocateur quand même. Je ne sais pas. Quand le film commence, ouais. On a coupé la tête à ce monsieur, très bien, c'est réglé. Générique, la Genèse. Le moulin, là, les roues qui tournent, c'est la naissance du monde. Et à un moment, il y a l'homme qui est là dans le paysage. Ça résume, je ne sais pas, 1 million d'années d'histoire. En même temps, c'est la Genèse. Comment vous dire ça? Je la filme avec un amour de ce texte. Et ce que vous dites blasphématoire ne m'appartient pas, ou m'appartient, peu importe, mais ne m'appartient pas, ça appartient à ce monsieur. Mais est-il vraiment là? Je ne crois pas. Ça serait trop facile. C'est-à-dire, c'est pas le diable qui, bon, je me mets curé, c'est super, c'est les filles. C'est pas ça. Il croit vraiment en Dieu. Avant de lacérer de coups de couteau le bébé, il le baptise. Et il le fait avec, comment dire, à mon avis, une vraie conscience d'un travail bien fait, au sens religieux du terme. Donc c'est un homme, quand il regarde son petit Christ, il ne se moque pas de lui. Quand je regarde le petit Christ, je ne me moque pas de lui. Et ce médaillon, c'est un détail d'un tableau que j'aime énormément de Jérôme Bosch, qui est un peintre. Alors, il est blasphématoire, Jérôme Bosch, sur certaines parties de son travail ou pas, etc., etc. Donc, je dis ça. Et en même temps, effectivement, il y a un texte du Marquis de Sade dans le film. Mais encore une fois, je travaille sur des contrepoints. Et je n'ai pas, moi, à me situer vis-à-vis de ça. Où je me situe, si vous voulez, où je me situe, c'est que je me situe là. J'installe le contrepoint, les contradictions. Vous avez cette impression de blasphème, ça vous appartient. Mais c'est pas, je vais pas contre ce que vous dites. Je fais des films pour les donner et puis Donc, partent. pour vous, c'est inapproprié, quoi. Voilà. Pour moi, j'ai répondu. Voilà. Je réponds à côté. Je déteste le cinéma provocateur. Je déteste le cinéma qui montre les choses. Je déteste la vulgarité. Je déteste l'impudeur dans lequel on règne, dans lequel on vit, dans laquelle on vit. Donc, c'est tout. Des scènes d'amour, de sexe, vous pouvez la montrer de 1000 manières.
Je fais tout pour montrer au maximum les choses sans rien montrer. Ça m'appartient plus ce que vous voyez derrière la jeune femme qui entr'ouvre ses jambes. C'est votre histoire, votre fantasme, tout ce que vous voudrez. Je me place à un endroit qui est fortement érotique, à mon avis, mais c'est érotique parce qu'on ne voit pas. Or, c'est en tout cas ma philosophie, c'est-à-dire à l'inverse de ce que vous pouvez voir en allumant votre télé ou je ne sais quoi en permanence. Dernière petite chose, le titre a-t-il été difficile à trouver? Fou d'amour. Le titre a été changé au moment du montage. Donc, le film portait un autre titre qui s'appelait Vénus ouverte, qui faisait réagir. Voilà. Tout le monde me disait mais c'est quoi? C'est un film porno? Bon. Moi, je ne voyais pas ça, mais comme beaucoup de gens m'agressaient un peu avec ça et que je ne voulais pas qu'il y ait cette ambiguïté-là, j'ai travaillé sur autre chose, sur un titre qui aurait une couleur avant le film et une autre couleur après le film. Que l'expression change en cours de route. Je te remercie beaucoup, Philippe. Bonne chance à ce film.